Alors aujourd'hui, j'ai voulu partager avec toi une entrevue avec mon ami québécois André Lavoie. Tu verras, c'est une forte personnalité, mais très attachante et atypique. Alors en fait, il a voulu déjà très jeune euh, aller vers le dépouillement. Ça paraît un peu curieux, mais si tu écoutes bien, il va nous expliquer les raisons et les bénéfices qu'il en a retirés. André, c'est pas un gourou, c'est surtout pas un modèle à suivre comme il l'explique, mais euh, il parle avec humour et simplicité ses choix personnels de vie qui le rendent pleinement heureux. C'est un régal à écouter, mais avant de lancer l'enregistrement, je te livre sa devise. On est riche des besoins qu'on n'a pas. Allez, à tout de suite. Ici, je suis en compagnie d'André, André Lavoie, qui est poète, blagueur, marcheur, écrivain, humaniste. C'est une personnalité. Hein. Je suis gaspésien. Alors j'ai une connivence très très forte avec les Bretons. Mes ancêtres venaient de Rouen, en Normandie. Et je suis gaspésien par ma mère et français par un ami de mon père. Ce qui fait que j'ai des liens très forts avec la France, d'autant plus que j'ai vécu 17 ans avec une Parisienne. Et j'adore la France. Je suis chez moi là-bas, je suis le plus francophile des Québécois. J'adore la France pour ses valeurs, j'adore la France pour sa langue, la qualité de la langue, même si on critique souvent les anglicismes, il ne faudrait pas voir ça de cette façon. Il y a beaucoup plus d'anglicismes de la langue ici qu'en France. Oui. Et par rapport au cheminement de la vie, je viens d'une famille riche, cossue, dans un village pauvre où l'argent comptait beaucoup au niveau de la famille et où on avait comme des devoirs. On était un peu esclave de l'argent et c'est curieux à dire, mais c'est souvent comme ça. Et très jeune, j'ai rêvé de me dépouiller. Et toute ma vie, je me suis axé sur le... J'ai eu pour but d'aller vers le dépouillement. Alors, même dans très jeune, tout ça, vers quel âge t'as eu? C'est-à-dire que c'est que je regardais la famille, comment ça agissait, comment on pensait faire de l'argent. On achetait les gens, on achetait ceux qui voulaient se vendre, ceux qui veulent se vendre n'ont pas de valeur visuellement. Et je me disais, c'est quand même pas ça. Il me semble qu'il y a une autre façon de vivre qui va faire en sorte aussi qu'on n'aura pas mauvaise conscience de vivre avec plus de dépouillement. Donc, tu es rentré en réaction tout de suite. En réaction, et j'ai été le mouton noir dans la famille parce que moi, j'allais non pas vers l'accumulement, vers le dépouillement. Et un des plus beaux rêves de dépouillement que j'avais, c'était de me dépouiller de la nécessité de travailler. OK? Si bien que mes rêves, mais c'est pas nécessairement facile parce que on a des obligations, quand on a des enfants, on a des obligations d'avoir quand même un niveau de vie, mais à un moment donné, on se laisse aussi happer par ça, le niveau de vie puis les besoins. En fait, on est riche des besoins qu'on n'a pas. C'est ta maxime, hein. Tu la répètes sur tous les mails. Hein. Et ça fait partie de ma véritable richesse de dire qu'on est riche des besoins qu'on n'a pas. Et j'ai essayé de me débarrasser au plus possible des besoins, de faire la différence entre un désir et un besoin. Un désir, c'est une chose qu'on voudra avoir, c'est pas nécessairement une chose dont on a besoin. Je peux désirer avoir une piscine dans ma cour de maison, mais j'ai pas besoin d'une piscine. Okay? Et c'est toute cette nuance-là qui fait que j'ai eu aussi, dans cette recherche de dépouillement, un besoin de me dire, j'ai peut-être, pas un besoin, mais une volonté de faire la différence entre le travail obligatoire et le travail pour le plaisir ou les activités pour le plaisir. Et si bien que à l'âge de 47 ans, j'ai perdu le poste que j'occupais à la télévision. Tu as été licencié. À la télévision, j'ai été licencié. Fait ça dans ton...
Et ça a été un bonheur extraordinaire quand j'y repense. Pas sur le coup. Sur le coup, ça a été difficile. Mais je me suis dit peut-être que j'ai là l'occasion de vivre le dépouillement. Tout se passe au niveau de la tête. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et j'ai pris ma retraite effectivement à 47 ans. J'avais ça comme une chance, comme une chance. J'ai vu ça quand tu dis que tu as pris ta possibilité. retraite, je te coupe, excusez-moi, j'ai peut-être un peu... Tu as pris ta retraite, mais en fait, financièrement... J'avais un tout petit peu d'argent, oui. mais j'ai surtout réduit les besoins, essayé de dépenser le moins possible, puis me dire, ben ça c'est un désir, c'est pas un besoin. Je crois qu'à chaque fois que je me suis débarrassé d'un besoin, ou de ce qui semblait être un besoin, je me suis enrichi. Okay? Et je m'étais exténué un temps avec beaucoup d'amis alentour qui faisaient la même chose, d'autres personnes dans la société. Je m'étais exténué à courir après le plus. Je me suis tourné vers le moins et j'ai rencontré le surplus. Voilà. J'ai eu l'impression qu'à chaque fois... bénéfice. J'ai eu le bénéfice et j'ai eu l'impression que le tout petit peu qui arrivait en surplus, c'était extraordinaire, c'était le cadeau. Et ça fait que la retraite, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Ça a été dans le droit fil de ce que j'avais toujours cherché depuis longtemps. Et puis, j'ai voulu aussi la vivre sans, comment je te dirais, sans culpabiliser de prendre ma retraite aussi jeune. Parce que là, on me demandait partout, c'est la formule « Qu'est-ce que tu fais de bon ?» On pose cette question-là. C'était la question justement que j'avais un peu préparée. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Comment tu fais ta retraite? Bon, mais là, on parle même pas de retraite. Tu as 47 ans, tu ne travailles plus et tu croises les gens qui te connaissent. Qu'est-ce que tu fais de bon, André? Tu sais? Eh bien là, t'es pas pour dire que t'es la retraite, parce qu'ils vont dire, là, s'enclenchent des discussions, puis des échanges là-dessus, puis ça n'a aucun sens. Écoute, tu devrais retravailler, t'as des enfants, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. T'as eu tes leçons de morale, alors? Ah, oui, mais je les voulais pas, OK? Je voulais pas qu'on me fasse le moral. Et là, je me suis inventé des réponses qui ont éloigné ce genre de questions. On m'a foutu la paix. C'était moi qui étais capitaine sur mon bateau. Le genre de réponse, c'était « Je suis philosophe autonome » ou « Je suis rien faisancier à temps complet » ou ce genre de réponse qui faisait qu'il n'y avait pas trop de sous-questions et que je pouvais vivre cette décision-là dans le calme, dans la paix et à chaque jour comprendre un peu plus que j'avais pris la bonne décision de ne pas perdre ma vie, essayer de la gagner. Et par contre, je voudrais dire une chose. Je ne suis pas un modèle à suivre. Je ne vais pas faire gourou. Ça, c'est mon expérience à moi. Avec les sources, la genèse dont j'ai parlé par rapport à mon enfance, par rapport à mon milieu de vie, et ce n'est pas nécessairement transférable à quiconque. Je ne conseillerais pas à personne de prendre sa retraite à 47 ans. Chacun est libre de le faire. Tu peux la prendre à 97 ans si c'est ce qui te fait le plus de bien, comme tu peux la prendre. Moi, je dis que je l'ai pris à 47 ans pour savoir si c'était bon et qu'avoir su que c'était aussi bon, je l'aurais pris à 47 mois. Mais ça, c'est moi, OK? C'est pas c'est pas exportable, mon expérience. Je suis un monotype, mais mon expérience de vie me dit que le travail, c'est pas la fin en soi. C'est un outil pour être heureux, c'est pas une fin. Si on peut s'en passer, on peut vivre heureux. Alors moi j'ai une autre approche parce que je connais des gens qui considèrent que quitter le monde du travail c'est le chaos et que tu passes dans les, comment dirais-je, les inutiles. Et alors bon, c'est un peu choquant, mais comment tu vois ça, toi? Parce que c'est... Je crois que les improductifs, les inutiles, on passe dans les retraites. Retraité, on est mis à l'écart, on est en retrait. Mais t'as des gens qui ont besoin de figurer dans l'album en étant liés au groupe. À la pensée commune, c'est comme un corset.
tu fais partie d'un monde qui est sécurisant et tu n'as pas besoin d'avoir ta propre épine dorsale pour réfléchir, te tenir debout sur tes propres valeurs. Les valeurs qui font que tu es un humain avant d'être un producteur, OK? Puis avant d'être un consommateur, que tu es un être autonome, différent et complètement différent des autres, avec certaines similitudes, mais t'existes, OK, en tant qu'individu. Et quand tu as des difficultés à vivre ça, le milieu du travail devient rassurant. Et tu mets toutes tes billes là-dedans, tu mets toutes tes billes dans le milieu du travail, si bien que quand tu n'as plus de travail, si tu n'as pas développé des passions à l'extérieur qui vont faire que tu vas continuer à exister comme individu, comme personne. Ouais, d'être reconnu. De te reconnaître d'abord. On s'en fout. La reconnaissance sociale, c'est un cancer jusqu'à un certain point. Et quand tu peux échapper à ça, tu te dis, moi, je suis sur Terre pour être heureux. Et je suis pas sur la Terre pour être heureux qu'en travaillant. Je suis sur Terre pour être heureux. La vie est courte. Là, j'arrive à la retraite. Je prends ma retraite, je m'organise pour être heureux, je suis responsable de mon bonheur. Moi, dans ma maison, c'est écrit sur un grand tableau mon ordre du jour. Okay? Je pense au jour le jour. C'est écrit en haut, ordre du jour, point 1, me lever heureux. Point 2, m'occuper de mon bonheur. Point 3, me coucher heureux. Je suis responsable de ça. Ce n'est pas la compagnie pour laquelle je travaille, ce n'est pas mon patron, ce ne sont pas mes collègues, ce ne sont pas le fruit de mon labeur au bout de la journée, qu'est-ce que j'ai pu faire. Des fois, je n'en fous pas une ramée et je me couche heureux parce que j'ai dit, j'ai fait ce que je voulais faire. Je voulais pas en foutre une ramée, je n'en ai pas foutu une ramée. C'est ma décision, je la goûte, je l'assume et j'en jouis. Ma question, c'est jusqu'à quel point, quand tu t'es dit, je veux pas, je vais être en dehors, je veux pas faire le mouton, et puis je me mets en retrait, et donc comment tu trouves tes satisfactions en dehors de tout ça? Donc tu te promènes, tu regardes les gens, tu les oiseaux, t'écris, c'est quoi? Oui, où tu trouves tes d'abord, je m'émerveille. OK? Il y a tant de mains pour créer le monde. Il y a tant de mains pour créer ce qu'on voit là. Regarde alentour de nous, tout ce qui a été créé, les tables, les bâtiments, les pylônes électriques, tout ça. Regarde tout ça, il y a eu tant de mains pour le créer. Il faudrait au moins qu'il y ait quelques regards pour admirer tout ça. OK? Et déjà, je sens que je participe pleinement au monde si je suis juste admiratif, sans être producteur. Je regarde, je jouis. Et être admiratif aussi des humains. Il y a tant de besoins qui ne relèvent pas de l'argent, qui ne relèvent pas du partage de nourriture, tout ça. Tends l'oreille, tends la main. Partager vraiment cette écoute. Partager des expériences de vie. Valoriser les gens en leur faisant miroir de ce qu'ils ont de beau en eux. En soi, c'est un travail, OK? Et ça ne demande pas de diplôme. Toi, tu es agent de valorisation. Oui, je me définissais comme un agent de valorisation, mais sans être prétentieux, là. Je me dis que je reconnais d'abord que moi, j'ai besoin aussi de valorisation, pas nécessairement de grosse valorisation sociale. Et quand on me promet un succès bœuf, je vais me faire cuire un œuf, là, tu sais. Je sais pas, c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Oui. C'est pas de publier ce que j'écris, c'est pas, cette reconnaissance-là, je m'en fous. C'est le partage. Mais j'ai besoin de partage. Oui. Et pour partager, il faut créer. Et ça m'amène à dire une autre chose à ce propos. C'est que quand tu te dépouilles, tu as quand même des besoins qui t'appartiennent. Dans ces besoins-là, tu as le besoin de créer. Tout être humain essaie de créer, de faire quelque chose, OK? Pas nécessairement rémunéré, pas dans le cadre d'un poste dans une entreprise. Tu as besoin de créer et tu as besoin de partager.
Et quand tu n'as pas beaucoup d'argent, ben pour partager, tu es obligé de créer. Tu réponds à ton besoin de créer, puis tu réponds à ton besoin de partager. OK? Tu es obligé de créer une atmosphère, tu es obligé de créer une réflexion, tu es obligé de créer un milieu où il va y avoir de l'écoute. Et tu partages des choses que tu construis dans le moment présent, à 2 ou à 3, ou tu comprends? En fait, tu as plus d'écoute parce que les gens sentent que tu n'attends rien d'eux. Voilà. Et donc, en fait, tout est gratuit. Et donc, c'est facile la conversation, c'est facile d'aller, plus facile d'aller. Ma question aussi, c'est quand tu dis je vis chichement ou je me contente, mon grand-père il disait contente-toi de peu et ce peu tu l'auras. Bon, mais il y a un danger à aller trop loin là-dedans ou un minimum vital ou des choses parce que tu peux aller vers le dépouillement ou trop de dépouillement. Je sais pas comment tu peux dire ça. Oui. Je crois qu'il peut y avoir un danger là. Dans mes recherches de dépouillement, j'ai frisé presque tombé dans l'indigence, ok? Où t'as plus de toi. Où là tu te crées des besoins là. Le toit c'est une nécessité. Moi j'avais pas les reins assez solides pour vivre en itinérant sans abri. Ceux qui le font et qui vivent heureux, je les admire, mais ils ne doivent pas être nécessairement nombreux. Quand tu sais pas où dormir, quand tu n'as pas d'endroit pour te reposer, quand tu as toujours une promiscuité avec tout le monde, tu peux être dérangé constamment, tu as les intempéries, la température, etc. Tu as merci de tout ça. On peut pas dire que tu es dans un climat pour être heureux. Moi, je suis pas un Saint-François d'Assise, là, tu sais, c'est pas mon style, puis je veux pas être un modèle, puis je veux pas être un saint. J'ai des besoins, un fond. J'aime, par exemple, quand je suis chez moi, ne pas entendre les voisins, la promiscuité, le bruit, tout ça. Bon, ben, j'ai travaillé à m'assurer d'être bien dans mon milieu. Pas avec des meubles riches, pas avec des dépenses somptuaires, pas en impressionnant les voisins, d'être tranquille, d'avoir un milieu silencieux pour réfléchir, me lever la nuit, écrire, voir venir l'aube, en toute quiétude, sans être dérangé par les voisins. Bon, mais je peux pas. Ça, pour moi, c'est important. Mais déjà, tu l'es. Je te coupe encore parce que c'est pas facile de le couper. Hein. C'est en toute amitié. Mais tu as déjà une tranche horaire. Tu risques pas d'être dérangé par les voisins. Si tu te couches à 3h du mat tous les soirs. Ben, tu vois, là-dessus, les besoins, décalage horaire. Je vis selon mon rythme. Et puis j'ai jamais eu de montre de ma vie. Je dis que j'ai pas besoin d'avoir l'heure, j'ai le temps. Et ça, c'était une volonté de vraiment disposer de mon temps comme je l'entendais. Je fais des siestes l'après-midi, je fais des siestes quand je veux, j'écris une partie de la nuit, et j'écris jamais parce que je suis obligé de le faire. Les obligations, j'ai laissé tomber ça. Les obligations, la mauvaise conscience, avoir l'impression qu'on n'en fait pas assez, dans le cul. OK? Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, OK? En autant que ça ne nuise pas aux autres, que je ne sois pas malveillant. Et si ça me fait du bien, j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas de référendum à faire pour vivre ma vie comme je l'entends. Et ta famille, comment t'as une fille aussi que je connais, mais comment en fait tes rapports avec eux, ils sont locaux, comment ça se passe, vous avez des réunions fréquentes ou les rapports avec la famille, comment c'est? J'ai 4 filles, les 3 plus vieilles sont complètement autonomes. Elles ont 41, 39 et 37 ans avec leur famille. Oui, à Montréal. Oui. Et celles-là, je les vois pas nécessairement souvent, mais on se parle.
Et surtout quand elles frappent un os, elles appellent papa pour discuter de la situation, comment je pourrais les aider, les soutenir. C'est pas souvent avec de l'argent, j'en ai pas. Sauf que j'essaie de voir clair dans leur vécu à partir des expériences, parce que, tu sais, ne pas travailler, ne pas pointer le matin jusqu'au soir pour travailler, pour avoir des préoccupations de ce qui va être rentable pour les autres, ça te laisse du temps pour réfléchir. Réfléchir, c'est un verbe d'action. Et moi, ça fait 22 ans que je suis à la retraite. J'ai eu le temps de réfléchir sur ma vie, j'ai le temps de réfléchir sur ce que je vois. Il n'y a pas de quoi m'en péter les bretelles puis me voir meilleur qu'un autre, mais au moins, je le prends. Et c'est pas forçant quand un de mes enfants me dit, bon, écoute, je vis telle situation, j'essaie de voir à partir de ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu que d'autres avaient vécu, de les aider à cheminer, de les épauler, d'avoir la main sur l'épaule. Mais ailleurs, plus loin que ça, je me dis, elles sont autonomes. C'est pas moi. Moi, je veux pas que personne ne dirige ma vie. J'irai pas diriger leur vie non plus, d'aucune façon. Mais ils viennent vers toi s'ils en ont envie, au moment où ils en ont envie. Nous, c'est pareil. Ils en ont envie. Ils viennent quand ils en ont envie. Parfois, ils sentent le besoin de partager ils frappent un os. Ben, on en discute. Puis parfois, c'est tout simplement pour partager un moment de bonheur ou quelque chose qui leur arrive. On le fait. Mais encore là, il n'y a pas de manuel d'instruction de dire que pour être une famille unie et heureuse, on doit se voir et faire tant de repas de famille par année ou par mois ou par semaine. C'est pas comme ça. Pour moi, c'est pas mathématique. Okay? Les relations, tu le sais, toi, tu as 2 filles qui sont à Montréal, tu les vois 1 fois ou 2 ans. Votre relation peut pas être mathématique, même si vous vous rejoignez avec Skype puis vous échangez tout ça. Pas trop, parce que en fait, avec le décalage horaire, c'est pas toujours facile. Mais tu vois, mais c'est pas mathématique. Et je crois que on doit sortir de ces aspects mathématiques-là dans tous les aspects de vie le plus possible, de se créer des contraintes, rentrer dans le moule, fonctionner comme tout le monde. Ce sont parfois les originaux qui font avancer la société. C'est ceux qui passaient pour des tordus, là, des méga crackpots, comme on dit ici, là, tu sais, qui avaient pété un plomb. Ceux qu'on définissait comme tels il y a 50 ans, c'était peut-être des précurseurs. OK? Ça fait que il ne faut pas avoir peur d'être différent. Essentiellement, on est tous différents les uns des autres. Alors, laissons vivre nos différences, prenons des risques, prenons le risque d'être nous-mêmes et on va avoir des belles rencontres à ce moment-là. Mais tu vois, l'angoisse des gens et des jeunes ou des moins jeunes, c'est de dire, est-ce que je vais y arriver ? Si je prends telle décision, c'est la peur du lendemain, c'est le chômage, comment je vais assumer financièrement et les enfants et l'éducation. Ben, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu n'y arriveras pas. Puis tu n'arriveras pas à savoir si tu peux le faire si tu ne l'essayes pas. Ben oui, complètement. Bon. Ouais. Et le lâcher-prise, c'est fantastique. Le lâcher-prise, c'est tasser la peur. La peur, c'est le cancer qu'on a aujourd'hui. La façon dont on contrôle l'univers, dont les médias contrôlent l'univers, les médiocres, la façon dont les politiciens, la façon dont tous ceux qui font du marketing contrôlent l'univers, c'est qu'ils vendent la peur. Ils te vendent la peur que si tu n'as pas tel produit, tu vas être malheureux, que si tu ne penses pas de telle façon, tu vas te casser la gueule, OK? Tu vas trébucher. Alors, on entretient la peur, OK? On ne parle que des avions qui tombent. On ne parle pas de tous les avions qui ne tombent pas. Tu sais? Ça, on n'en parle jamais dans les médias. On parle de la roue qui grince. On met de l'huile sur la roue qui grince. Et si tu suis les infos, c'est pénible. Un Martien qui vient ici, qui vient sur Terre, il se dit, mais quelle planète de cinglés. Et les bonnes nouvelles, les trucs tout simples, tu les vois pas aux infos. Alors, dans nos vies, c'est la même chose. Ça se décalque, OK? Et on finit par être des peureux, OK?
On s'essaye, on va voir. C'est normal d'avoir peur. C'est normal que tu fasses quelque chose pour la première fois. Ou si tu as été échaudé de vouloir te réessayer. Mais à un moment donné, tu t'essayes puis tu te dis « Ah, ben c'est peut-être pas si pire. » Ou je découvre une nouvelle façon, ou je découvre une nouvelle force à l'intérieur de moi. Parce que on utilise si peu des forces qui sont à l'intérieur de nous qu'on ne les connaît pas. Et parfois, quand tu as un grand blocage ou une situation de vie compliquée, difficile à tenir, quand tu es forcé de changer d'attitude et de mentalité, c'est sous le choc, tu passes un moment difficile, ça dure, et puis après, il y a une opportunité. Tu te retrouves avec complètement autre chose. Exactement. Et c'est très riche. Hein. Et c'est faire confiance au temps, ça. Et c'est aussi essayer de voir dans chaque problème le côté positif qui peut venir avec. Je prends l'exemple du divorce. Quand je rencontre des gens qui divorcent, qui trouvent ça difficile, je sais que c'est difficile, je l'ai fait 2 fois. J'ai divorcé 2 fois. Après la mort d'un conjoint ou d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant. Les symptômes post-traumatiques, là, après le divorce, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et on a un avion qui nous passe au-dessus de la tête. J'espère qu'il ne tombera pas, celui-là. Tout semble indiquer que non. Alors, quand je discute avec quelqu'un qui est en train de vivre un divorce, OK? C'est un pléonasme de dire difficile, c'est souvent difficile. Mais je dis, un abcès qui pète, quand tu es rendu au bout des possibles, tu es rendu au bout des possibles. Un abcès qui pète, c'est le début de la guérison, c'est pas le début de la maladie. Et souvent, on a l'impression que quand il y a un abcès qui pète, OK, dans nos vies, que c'est le début de la maladie. C'est juste le début, c'est qu'on est en train de comprendre qu'on est rendu au bout des possibles. Là. Et que si on est rendu au bout des possibles, c'est tout simplement situationnel. C'est pas nécessairement dû à l'autre qui est en face de nous, c'est pas dû au patron, c'est pas dû au conjoint. Il n'y a pas de malveillance de part et d'autre. On est rendu au bout des possibles. On se réoriente et c'est toujours l'individu qui est important, beaucoup plus que le couple, beaucoup plus que la compagnie, beaucoup plus que le rapport annuel de profit ou de perte d'une multinationale. C'est comme ça qu'on doit le voir. Et on en pète presque quotidiennement des petits abcès, là, tu sais. Ben, c'est ça, lâcher prise, c'est regarder, puis se dire, ah, derrière la merde, il y a des fleurs qui poussent. OK? Il y a des fleurs qui s'en viennent. OK? Ça fait que avec ce regard-là, c'est beaucoup moins lourd à porter. Puis l'anxiété dont tu parlais, mais elle disparaît. Moi, l'anxiété, je connais pas ça. Je suis cool. À côté de moi, le Saint-Suaire est un os du breakdancing. Tu sais, là, je suis et je tiens peut-être ça de ma mère, je ne sais pas. Mais l'anxiété, quand ça a été inventé, je n'étais pas là. Et c'est peut-être une de mes belles richesses aussi. Voilà, je voudrais demander une autre approche parce que si tu veux l'anxiété, quand on arrive à près de 70, on commence à faire un peu le bilan, pas toujours, mais on se dit, voilà, je suis dans le dernier quart de vie, qu'est-ce qu'il me reste à faire, comment je vais le vivre, est-ce que ça te préoccupe, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que j'aurai le temps de mourir? Ouais, est-ce que je serai en bonne santé? Je vais pas me retrouver seul ou grabataire ou ceci, cela. En fait, si tu veux, on commence à cet âge-là à se dire, voilà, comment... Alors, il paraît que ça se prépare et que ça s'organise. On serait supposé d'être sur le déclin. Moi, je crois pas qu'on soit sur le déclin. Tout ça, il y a une grande partie qui se passe dans la tête. La vie, Claude, c'est un grand banquet.
Okay? Rendu à nos âges, dérangeons le pluriel, là, tous les deux, là, alentour de 70, on a goûté à peu près à tous les plats, à tous les mets. Okay? On est rendu au dessert. Est-ce qu'on va cracher dans le dessert parce qu'on n'a pas de dents aujourd'hui? On doit fêter, on doit déguster. Et je crois que le regard, même sur la maladie, OK? Moi, tout à l'heure, on disait que j'étais un agent de valorisation. De valoriser les autres, de leur permettre de faire des choses positives, de se voir positivement, ça m'a toujours, d'aider les autres, ça m'a toujours valorisé. Si un jour, je suis dans un fauteuil roulant ou que je ne suis plus capable de me laver, qu'on soit obligé de me transporter dans le bain, me laver, ou de m'asseoir, ou de me lever, tout ça, je rendrai à la vie ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire que je permettrai à d'autres gens de se valoriser. Il n'y a pas juste moi qui peux se valoriser. Et par ma seule présence, en étant en déclin, par ma seule présence, j'aiderai d'autres personnes à se valoriser. Je serai donc utile, OK? Plutôt que de voir que je suis dans l'inutilité et que je suis un poids, je suis un atout. Ma diminution, même diminuer, ben, le fait de diminuer me permettrait d'être utile différemment. Alors que j'ai été l'aidant, je serai un jour l'aidé. Et ça sera peut-être une leçon d'humilité à découvrir dans ma vie et essayer de la découvrir avec le sourire. Tu sais? Et de sauter sur cette occasion pour vraiment faire sentir aux gens qui m'aideraient qu'ils sont drôlement utiles. OK? Et ça les valorise, ça, c'est leur donner. Et puis l'autre aspect aussi, j'ai pris un contrat, moi, avec la vie en me disant, si j'ai pu vivre jusqu'à cet âge-ci, et si je peux vivre jusqu'à encore 10, 15, 20 ans, j'ai cette chance-là. Chance que mes enfants n'ont pas encore eu, que mes petits-enfants n'ont pas. Si j'ai cette chance-là, c'est sûrement pour quelque chose. Et c'est peut-être pour dire à ceux qui suivent, par l'exemple, qu'on peut être heureux longtemps, même avec pas grand-chose. Même en étant dépouillé, on peut être heureux longtemps. Et si les plus jeunes me regardent, puis se disent, « Hey, le bonhomme, là, le vieux barbu, là, il a l'air d'avoir un fun bleu, il a l'air d'avoir un plaisir fou dans la vie. » Ça veut dire qu'on peut être heureux longtemps. Je leur donne la projection, je leur permets de fantasmer leur vieillesse d'une belle façon. OK? Je leur donne de l'oxygène et ils se disent pas en me regardant, « Oh putain, j'ai pas hâte d'être comme ça, moi. » Mais c'est bien. Et ça, c'est un beau contrat. Ça, c'est un don aussi. Et ce contrat-là, je l'ai pris. Si j'ai eu la chance de vivre jusque-là, et j'ai le contrat d'être heureux. Je n'ai pas le choix, je suis condamné à être heureux. Je me suis condamné à être heureux. Sinon, les jeunes qui me regardent, ils vont se dire, « Oh putain, j'ai pas hâte d'être rendu à son âge. » OK? Alors que là, la plupart que je rencontre, ils se disent, « Hey, j'ai hâte d'arriver à cet âge-là. » OK? J'ai hâte d'arriver à cet âge. J'ai hâte. C'est ch'ti, ça, hein? Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on est dans le jeunisme, on valorise la jeunesse, le sport, l'activité, le débordement de choses comme ça, mais toi tu donnes un peu une leçon de vie, une façon de contrecarrer un peu tout ça, une éthique qui est intéressante. Et puis j'espère qu'à l'écoute ça leur fera un petit écho. Et s'ils sentent le besoin à travers moi de te contacter, pourquoi pas, hein, nous on reste ouverts pour avoir ce type de... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et moi, je me sens pas jeune, là. Je veux pas me dire que je suis jeune, là. On se comptera pas de peur. J'apprends beaucoup de mots dans le vocabulaire parce que je commence à avoir des problèmes physiques. Je savais pas que j'avais ces mots-là à l'intérieur de moi, ces parties-là. Un jour, on m'a dit que j'avais des problèmes de diaphragme. J'ai dit, ma femme a un diaphragme, moi, j'ai pas de diaphragme. Et tu vois, ça fait que je vieillis, il y a des parties qui s'en vont.
bon, mais je me sens, puis je voudrais pas être jeune, je voudrais pas être choix, hein. une heure plus jeune. Je voudrais pas être une heure plus jeune. On n'aurait pas eu le plaisir de faire cette entrevue Oui. si je rajeunissais d'une heure. C'est on recule en arrière. Si je rajeunis de 4 ans, je te connais pas, Claude. Non, c'est vrai. Pourquoi je serais pas ton ami d'enfance. Pourquoi je rajeunirais? Tu serais pas mon ami d'enfance. Eh ben, écoute, tu vas nous faire une petite conclusion à ta façon. Donc, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour bien vivre sa vie, bien vieillir et puis bien vivre sa retraite? Allez, fais-nous ça en quelques mots. Ça va être difficile, mais je sais que c'est possible. Le meilleur conseil que je peux vous donner, ne prenez pas de conseil. Aucun conseil. Bon, c'est déjà une belle formule. La bride sur le cou. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Ne prenez pas les conseils. Vous êtes capable de réfléchir. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant. C'est pas compliqué. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous le voyez peut-être pas, c'est tout. Bonjour les enfants. Faut dire que je ressemble un peu au Père Noël et que quand les enfants passent, ils me prennent pour le Père Noël avec la grande barbe. Voilà, c'est une entrevue un peu décousue, ça, Claude. Oh bah non, pas décousue, mais elle était intéressante et on fera la prolongation l'année prochaine. Je te propose de ça. Je serai un an plus jeune. Voilà. Toi aussi.